Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet énième webinaire de ce cycle de formation pour préparer le cours pour cette session d'été 2020. Alors, je m'étais promis de compter le nombre de webinaires qu'on avait organisés depuis une dizaine de jours maintenant, presque 2 semaines en fait, et j'ai encore oublié de le faire, mais voilà, on doit approcher la vingtaine bientôt. Il en reste encore quelques-uns, puisque je vous le rappelle, ce cycle de formation se terminera le 22 mai prochain, vendredi 22 mai prochain, avec une quatrième communauté de pratique. Il y en a déjà eu 2 jusque-là, vendredi dernier ainsi que hier. Nous organisons une troisième communauté de pratique ce vendredi, la dernière, donc le 22 mai prochain. Alors, bienvenue donc pour ce webinaire qui abordera donc le travail en équipe et la collaboration aux différents cycles d'études. Et pour commencer, d'abord quelques rappels concernant Zoom. Alors, vous le savez, pour voir les participants de cette formation, vous cliquez sur participants et c'est notamment à travers cette petite fenêtre-là que vous pourrez interagir, notamment avec le petit crochet vert, le petit crochet rouge, mais aussi en levant la main, etc. Deuxième petite option, c'est le bouton converser qui vous permettra de clavarder avec nous, avec vos collègues, nous poser des questions, etc. etc. Je m'appelle Florent Michelot, je suis conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire, je fais aussi un doctorat en éducation. Et avec moi pour cette formation, il y a Hélène Charette et Grégoire Haribault. Hélène, je t'en prie. Oui, bonjour. Alors, bienvenue à ce webinaire. Hélène Charette, conseillère pédagogique comme mes collègues. Alors, j'accompagne aussi des programmes en approche programme et approche par compétences et je travaille aussi à l'encadrement au cycle supérieur. Voilà. Grégoire, si tu nous entends. Oui, bonjour. Donc, Grégoire Haribault, également conseiller pédagogique. Habituellement, je m'occupe du développement des cours en ligne et voilà, je vais participer à la rencontre pour les outils notamment qui vont vous permettre de faire le travail collaboratif. Voilà. Évidemment, en temps normal, c'était il y a une éternité, c'est-à-dire il y a moins de 2 mois. Et on ne sait pas quand le normal va revenir. Mais bon, alors écoutez, donc pour cette formation qui commence tout de suite dans la prochaine heure, on vous le disait, hein, comment travailler en équipe, comment favoriser la collaboration aux différents cycles d'études. C'est le défi qui nous revient pour donc ces prochaines journées. Alors, le travail en équipe, d'abord, il convient de le définir. Et avant de définir cela, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière. On était censé vous parler initialement du travail en équipe au cycle supérieur. Et puis, on s'est dit finalement, ça méritait quand même d'être discuté de façon un peu différente parce que le travail en équipe, la collaboration, la coopération, c'est des choses qui méritent d'être distinguées et qui ne se font pas de la même façon lorsque l'on est au premier cycle, lorsque l'on est à la maîtrise et même lorsque l'on est au doctorat. Donc, il y a toute une gamme finalement de travail en équipe qui peut se faire de façon différente et on s'est dit qu'il était préférable que l'on aborde ça de façon distincte. Donc, dans un premier temps, on va d'abord vous parler de coopération, de travail en équipe, qui sont davantage au premier cycle, et ensuite, dans un second temps, on parlera un peu plus spécifiquement des cycles supérieurs, et notre ami Grégoire arrivera à la fin du webinaire, quoi qu'il interviendra à d'autres moments, bien sûr, pour parler d'éléments techniques plus précis qui vous aideront plus spécifiquement. Alors, le travail en équipe, c'est d'ailleurs ce que l'on a fait dans le cadre de ce webinaire. Je le pense notamment parce que je dois beaucoup à Hélène le fait que la présentation, en tout cas ma partie de présentation, soit aussi bien aboutie. Merci beaucoup. Le travail en équipe, c'est la réalisation d'une tâche complexe grâce à la mise en commun de ressources, d'énergie, de compétences. Ça, c'est Bernard Dion qui nous le dit. Donc, ça nécessite de la coopération. On partage les tâches entre différents participants de telle sorte que voilà, le travail soit le plus structuré possible. Donc, c'est évidemment une notion que l'on retrouve dans beaucoup de référentiels de compétences. Je vais prêcher pour ma paroisse, c'est notamment ce qui se trouve dans le cadre de référence de la compétence numérique, donc, qui a été dévoilé par le ministère de l'Éducation en avril dernier. Donc, vraiment, la collaboration, ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle aujourd'hui. Travailler en équipe, c'est presque toujours au cœur des qualités qui sont demandées, si ce n'est exigées, par les employeurs notamment, mais aussi dans les chaires de recherche, mais aussi, etc. etc. Bref, il est assez impensable aujourd'hui d'imaginer que l'on puisse faire quoi que ce soit sans travailler de façon collaborative. Et évidemment, dans ce contexte de pandémie
ce contexte de crise que l'on connaît actuellement, la collaboration, le travail en équipe, la coopération à distance, c'est un défi que nous rencontrons, nous, en tant qu'équipe de conseillers pédagogiques, et que vos étudiants vont aussi rencontrer. Donc, la première chose qu'il convient donc de garder à l'esprit, c'est que c'est évidemment important pour des questions de compétences, mais c'est aussi extrêmement important en termes de socialisation. Hein. On sait les défis de la collaboration en temps normal, et qui plus est dans un contexte marqué par l'isolement social. Ça va être une des problématiques à prendre davantage en considération dans les prochaines semaines. Alors, nos intentions pédagogiques pour la prochaine heure, nous, on souhaite évidemment, dans un premier temps, c'est faire en sorte que vous puissiez mieux comprendre le travail en équipe, les conditions gagnantes pour le mettre en place, favoriser la collaboration chez vos étudiants au cycle supérieur et finalement, vous familiariser avec des outils de collaboration à distance. Donc, ça, c'est nos 3 intentions pédagogiques. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière dans le cadre de la formation que j'ai fait avec mes collègues Guylaine et Hélène. Là, on vous parlait d'alignement pédagogique. Et nos objectifs d'apprentissage, il y en a essentiellement 3. Petit 1, différencier les étapes de la mise en place du travail en équipe et ses composantes. Juger de la plus-value de la collaboration entre les étudiants. Et finalement, distinguer les fonctionnalités du travail de base, en équipe dans Teams. Donc, les étapes de la mise en place du travail et ses composantes. Deuxièmement, la plus-value de la collaboration entre étudiants. Et troisièmement, distinguer les fonctionnalités de base du travail en équipe dans Teams. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Hélène. Pourquoi et comment intégrer le travail en équipe? Oui, alors, pourquoi et comment intégrer le travail en équipe? Alors, si on vous demandait pour quelles raisons possibles vous voudriez intégrer le travail en équipe, alors, pour quelle raison, en fait, vous voudriez l'intégrer? On va faire une petite activité ici. Donc, on a 5 choix ici pour vous, parmi ces énoncés. Alors, lequel ou lesquels correspondraient aux raisons pour lesquelles vous voudriez placer vos étudiants en équipe, les faire travailler en équipe? Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'une intention du programme? Pour briser aussi l'isolement des étudiants, peut-être, car les étudiants devront travailler en équipe dans leur vie future et vous voulez les habiliter à le faire, car vous êtes sadique un petit peu et vous voulez qu'ils se déchirent entre eux, ou pour repérer les paresseux, puis il y a bien d'autres raisons aussi. Mais parmi ces raisons, alors on va vous inviter soit à indiquer dans le clavardage lequel ou lesquels des énoncés suivants correspondrait aux raisons pour lesquelles... Alors, ça va très vite, Hélène, dans le clavardage. 4, quelqu'un me dit 4. L'autre option que l'on vous suggérait, et lorsqu'on vous dit qu'il y a plein d'activités que l'on peut faire sans pour autant faire des feux d'artifice numériques, eh bien, c'est tout simplement de demander aux gens de mettre leur webcam et de répondre comme ceci avec une feuille. On aurait pu utiliser un crayon un peu plus épais, mais si vous avez votre webcam et que vous souhaitez l'allumer, n'hésitez pas à mettre aussi vos réponses. Alors, on a beaucoup de 1, de 2, de 3, des 2 et des 3, des 4, des 2 et des 3. Moi, je propose le 8, Hélène le 5, mais on n'a pas compris les consignes. Apparemment… Alors non, on espère que vous n'avez pas indiqué 5 ou 4. Alors, en effet, certainement, par exemple, quand on regarde un programme, peut-être que dans le programme dans lequel vous êtes, il y a une intention qui est liée au travail en équipe. On souhaiterait qu'à la fin du programme, les étudiants puissent démontrer des capacités pour travailler en équipe, qu'ils puissent les développer. Pour briser l'isolement des étudiants, Florent en a parlé un petit peu au début. En ce moment, on veut briser l'isolement des étudiants parce qu'il y a des étudiants qui sont en détresse. Donc, c'est important. Le travail en équipe va favoriser des rapports entre les gens. Donc, il va briser cet isolement. Et oui, bien sûr, les étudiants vont devoir travailler en équipe dans leur vie future. On le sait, on le vit comme professionnel, on le vit dans différentes sphères de notre vie. Donc, c'est important de développer les habiletés à le faire. Il y a aussi d'autres raisons. Parfois, on va me dire, bien, moi, ça me permet de passer moins de temps à corriger. C'est une bonne raison pour vous, mais pour vos étudiants, on va y aller plutôt au niveau pédagogique. Qu'est-ce qui serait important? Pourquoi on voudrait favoriser le travail en équipe chez vos étudiants?
Donc, ce seraient des raisons comme celle-ci. Également, c'est sûr que l'enseignement magistral explicite a sa raison d'être également. L'enseignement explicite a un impact sur l'apprentissage, mais c'est pas cet enseignement, c'est pas ça qui fait faire de l'activité intellectuelle chez les étudiants ou qui les place en effort cognitif. Donc ça, c'est plus fait avec cette méthode. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser, mais c'est l'orateur qui fait l'essentiel du travail. C'est l'orateur qui doit réfléchir, qui doit faire activer ses neurones pour expliquer à ses étudiants. Alors, quand on place les étudiants en équipe, ils sont obligés d'exprimer verbalement toute leur structure de compréhension, de le verbaliser, de le structurer. Ça demande des capacités particulières et en les mettant en équipe, on leur fait faire ça. Et donc, il y a vraiment un impact au niveau de l'apprentissage et la psychologie cognitive nous indique bien que l'explication, de demander à quelqu'un d'expliquer, favorise l'apprentissage parce qu'on crée des liens, on lie des concepts, des connaissances avec la situation qu'on essaie d'expliquer et dans le cerveau, ça travaille, les connexions de neurones se créent davantage, se consolident davantage. Donc, le travail d'équipe, c'est un bon complément à ce que vous pouvez faire et on a dit au départ aussi que ça favorise la coopération et la coopération diminue l'anxiété. Ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages à placer le travail en équipe dans vos cours, à l'intégrer dans vos cours. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Alors, on poursuit. Alors, est-ce qu'on doit intégrer le travail en équipe comme une modalité, c'est-à-dire un moyen? Je vais utiliser le travail en équipe pour faire réaliser une tâche à mes étudiants ou est-ce que je vais l'évaluer? Est-ce qu'il s'agit d'un objet d'évaluation? Alors, ça peut être les deux, mais si vous voulez évaluer la capacité de l'étudiant à travailler en équipe, alors on a encore une fois une petite activité pour vous. Dans la petite fenêtre participant. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu veux que je le présente, Hélène? Oui. Vas-y, toi. Alors, on va utiliser cette fois-ci le crochet vert ou la croix rouge que vous trouvez dans la fenêtre participant. Donc, je vous le rappelle, tout en bas de votre écran, vous devriez avoir une barre de menu avec les participants et un nombre de participants. Si vous cliquez dessus, vous avez la liste des participants à ce webinaire. Et vous utilisez donc le crochet vert ou la petite croix rouge qui est en bas pour nous dire si vous êtes, si vous trouvez que, aide-moi Hélène, vous utilisez oui, excusez-moi, le petit crochet vert pour nous dire si l'énoncé est valable ou le petit X rouge si vous pensez que ce n'est pas bon. Donc, on va commencer avec le premier. Alors, si vous voulez, je répète, évaluer la capacité de l'étudiant à travailler en équipe, est-ce que vous allez devoir formuler un ou des objectifs? Alors, est-ce que vous devriez donc formuler un ou des objectifs? Est-ce juste ou est-ce mauvais? Alors oui, bien sûr, c'est juste. Si on veut que les étudiants nous démontrent leur capacité de travailler en équipe, on va devoir préciser cette chose en amont. On va devoir formuler un objectif qui est en lien avec cette capacité. Donc ça va être important de l'annoncer dès le départ, dans le cadre d'une évaluation. Ensuite, est-ce qu'on devrait ne pas l'enseigner car ils savent ce que c'est, ils en entendent parler, ils en font. Est-ce qu'on devrait l'enseigner? Alors pareil, on vote toujours avec le crochet vert ou la petite croix rouge. Là, c'est un peu plus partagé, là, il y a plus d'hésitation. Eh bien, je vous dirais que oui, vous devez l'enseigner parce que qui nous a enseigné comment travailler en équipe? Et on veut évaluer l'étudiant à travailler en équipe à la fin de sa session. On veut qu'il soit capable de faire ça. Il va falloir l'enseigner. Il va falloir l'enseigner, c'est-à-dire au niveau cognitif, définir ce que c'est l'apprentissage en équipe, le travail en équipe. Puis il va falloir aussi les faire expérimenter ce que c'est. Donc oui, il est très important d'enseigner ce qu'est le travail en équipe et ne jamais penser qu'ils le savent. Alors, Christian Bégin nous dit de rendre explicite tout ce qui est implicite. Et à ce moment-là, on va vraiment aider les étudiants parce que quand on regarde tout notre cursus, primaire, secondaire, cégep, université, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a pris la peine de nous expliquer ce que c'était le travail en équipe et tout ce que ça comportait? Alors, je vous pose la question, on y réfléchit. Alors, c'est important d'enseigner. Et le dernier énoncé, est-ce que vous devriez fournir des ressources, fiches explicatives, notions, démarches, etc. à vos étudiants si vous évaluez cette capacité?
Alors, bien sûr, vous avez raison. On va fournir des ressources, on va l'enseigner, on va aussi leur fournir des ressources à nos étudiants pour qu'ils puissent vraiment travailler ça. Par exemple, je vais juste revenir pour les objectifs. Exemple d'objectif, ce serait par exemple de démontrer des attitudes relationnelles adéquates en équipe, d'appliquer une démarche aussi propre au travail en équipe. Alors, on pourrait aussi ajouter à ça pour évaluer, on pourrait leur faire part également, évidemment, des critères d'évaluation. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, n'hésitez pas si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, si on va trop vite, vous nous arrêtez. On est là pour vous. Alors, maintenant, s'il s'agit d'une modalité, ça veut dire que moi, je vais utiliser ce moyen pour faire un travail par mes étudiants. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous devriez, entre autres, est-ce juste de dire, vous devriez fournir des ressources sur le travail en équipe? Alors oui, vous devriez fournir des ressources sur le travail en équipe parce que c'est une activité qui va être importante, même si vous n'évaluez pas précisément cette capacité. En parler, mais de façon moins systématique. Vous pouvez voter. Alors, oui, on va en parler quand même. On va quand même en parler. On va devoir... il y a quand même un travail qui se fait en équipe ici, puis ça va être important d'en parler aux étudiants de façon moins systématique, en effet. Et de définir des critères pour évaluer cette capacité. Est-ce qu'on va devoir faire ça? Alors, comme c'est une modalité, ce n'est pas un objet d'évaluation, il n'est pas nécessaire que vous évaluiez, vous n'allez pas évaluer leur capacité à le faire. Donc, vous n'avez pas nécessairement à définir des critères pour évaluer cette capacité. Toutefois, vous pourriez remettre à vos étudiants des grilles d'auto-évaluation pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, s'observer pour voir comment ils fonctionnent en équipe. Puis, ils pourraient même demander à leur père également de leur donner une rétroaction sur la façon dont ils se comportent et comment ils travaillent en équipe. Alors, voilà pour ceci. On peut continuer à la prochaine diapo. Alors, enseigner et évaluer le travail en équipe. Alors, au départ, qu'est-ce que vous devrez faire comme enseignant? C'est de placer les choses. Alors, je vous le disais, on va commencer par définir ce qu'est le travail en équipe, qu'on ait tous la même compréhension de ce que c'est. Et aussi d'expliquer la raison d'être, donc de donner un sens à ce qu'on fait. Quand on donne un sens à ce qu'on fait faire aux étudiants, les étudiants embarquent, ils comprennent. Ça leur donne un sentiment, ils vont davantage s'engager et à ce moment-là, il y aura un impact sur leur motivation. Ça va augmenter leur motivation. Donc, c'est important de leur expliquer pourquoi vous les faites travailler en équipe. Ensuite, vous pourriez aussi réaliser une activité brise-glace, alors pour présenter, leur demander quels sont les avantages, les inconvénients, quelles sont leurs croyances par rapport au travail en équipe, les vôtres également, vous pourriez exprimer vos croyances également. Et il y aurait aussi un petit test qui est le fun à faire et qui nous fait réfléchir aussi. Alors, quel genre de coéquipier êtes-vous? Et c'est ce qu'on vous propose de faire à l'instant, à la prochaine diapo avec Grégoire. C'est moi. Bonjour, rebonjour tout le monde. Donc oui, je voulais, pour continuer, un peu vous parler des rôles dans l'équipe, c'est une chose, mais aussi des profils qu'on peut rencontrer dans une équipe. Ça va être relativement important pour pouvoir gérer les équipes que vous allez encadrer, mais aussi peut-être vous aider à construire des équipes qui vont être efficaces, qui vont être dynamiques. Vous allez voir qu'il y a certaines combinaisons de profils qu'il faut éviter de mettre ensemble. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous présenter les 7 profils qu'on retrouve de manière assez récurrente. Et puis après, on va faire une petite activité et on va conclure avec les combinaisons gagnantes et celles à éviter. Alors là, j'ai pris l'image des 7 nains. C'est un modèle qui est assez utilisé dans la gestion d'équipe, qu'on utilise assez souvent. Il y en a d'autres, mais celle-là revient assez fréquemment. Le premier rôle qu'on va retrouver, c'est l'expert. Alors l'expert, c'est, vous aurez compris, c'est celui qui sait tout. Il sait des fois même mieux que l'enseignant. Donc ça, vous avez très certainement un étudiant qui vous vient peut-être à l'esprit. Quand on va construire une équipe pour faire un travail avec des étudiants,
ce rôle-là peut être dangereux parce qu'il peut vampiriser l'équipe, il peut vampiriser tout le travail et transformer les autres membres de son équipe en dormeurs. Donc, on va voir tout à l'heure, c'est qui dormeur. Mais voilà, ce rôle-là, il va falloir faire bien attention à l'encadrer et faire bien attention à ce qu'il respecte son rôle dans l'équipe. Ensuite, on a joyeux. Donc, joyeux, lui, c'est l'enthousiaste, c'est celui qui va mettre de la bonne humeur dans l'équipe, c'est celui qui va vouloir rigoler. Lui va être très intéressant, ce qui va permettre de créer une bonne dynamique, une dynamique positive dans l'équipe. Par contre, ce rôle-là est très mal aimé, en tout cas ne fonctionnera pas avec un profil de grincheux. Alors, pourquoi? Parce que grincheux, lui, justement, c'est celui qui n'est jamais d'accord avec personne, ça marche jamais, les autres ne le comprennent pas, ils ne sont pas capables de le suivre, donc il s'énerve après tout le monde. Lui, tout ce qu'il attend, c'est faire exploser l'animateur de l'équipe, le leader. Il veut montrer que rien ne lui plaît. Donc là, c'est sûr que ce rôle-là, avec un profil joyeux, là, ça va créer des tensions dans votre équipe et puis vous n'allez pas avoir une dynamique constructive. Ensuite, on va avoir timide. Alors timide, lui, c'est le discret. C'est paradoxalement à ce qu'on peut avoir en lisant le mot timide, ben c'est la perle de l'équipe. Très souvent, c'est la perle cachée. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a beaucoup d'idées, qui s'allume très vite, qui est très fin dans ses réflexions. Mais voilà, il est timide, il n'ose pas parler et c'est même quelqu'un qui ne veut pas prendre le rôle de leader. Donc, pour construire vos équipes, ça serait pas forcément une bonne idée de lui donner le rôle d'animateur, de leader pour l'équipe. C'est pas un rôle qu'il va occuper. Donc plutôt lui donner un rôle de rapporteur ou un rôle, celui qui va s'assurer de l'ordre du jour, faire les comptes rendus, mais on va éviter de lui donner le rôle d'animateur. Ensuite, on va avoir Hachoum. Alors Hachoum, lui, c'est le déprimé. Il a trop il a trop de travail. Il y a trop de travail, les collègues l'estiment pas à sa juste mesure. Donc voilà, lui, il a besoin d'être cajolé. Donc ça veut dire qu'il faut valoriser ses interventions et bien entendu, il faut aussi des membres dans l'équipe qui vont aller vers ça. C'est sûr qu'un étudiant qui aura le rôle de prof, le profil de prof, l'expert, quelqu'un comme Hachoum, ça peut aussi l'agacer. Donc il faut voir après la dynamique qu'on veut créer là-dedans. Simplet, lui, c'est le candide. Alors lui, il a toujours un métro de retard. Ça lui prend toujours toute la durée de la séance pour comprendre enfin de quoi on parlait, c'était quoi l'ordre du jour. Et il peut être agaçant dans le sens qu'au bout des 3 heures de rencontre, de travail, il s'allume enfin sur le premier point de l'ordre du jour. Voilà, il a réalisé de quoi on parlait. Alors, lui, il faut faire très attention. Il peut faire perdre du temps à l'équipe. Donc, quand on a quelqu'un comme ça de candide, le simplet, il nous faut un joyeux, il nous faut quelqu'un qui va le booster un petit peu, le bousculer pour qu'il suive le train, tout bêtement. Ensuite, on va terminer avec dormeur. Donc, dormeur, lui, en bon français, c'est le dos de tension. C'est celui qui avance pas. On ne sait pas ce qu'il a appris avant de venir au travail. Il passe son temps à pianoter à son téléphone, à regarder ses mails, à faire des petits dessins sur son cahier. Mais un peu comme tout à l'heure, on parlait de timide, lui, ça peut être une perle cachée également. Ce qu'il faut, c'est être capable de trouver ce qui peut l'allumer. Voilà, c'est quelqu'un qui s'ennuie très vite, il faut juste le brancher sur les bonnes affaires et des fois, ça va tenir tout simplement à lui donner le bon rôle dans l'équipe. Peut-être un rôle d'animateur va être intéressant quand vous avez un étudiant comme ça qui a un profil de dormeur, parce que l'animateur va être obligé, pas animateur, pardon, celui qui fait l'ordre du jour, qui s'assure que le temps est respecté, lui, il va être obligé d'être à l'affût pour justement faire avancer les choses. Ça peut être une manière de le contrer. Ce que je propose peut-être à notre ami Florent, c'est d'activer une petite activité. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous dire, c'est quoi le profil qui vous paraît le plus difficile à gérer? Celui qui vous poserait le plus de problèmes, vous ne savez pas trop dans quel sens le prendre. Ok, les tendances sont intéressantes. Ok.
Mais écoutez, je laisse terminer encore peut-être 2-3 secondes là pour voir. On a 75% du groupe là qui a voté. En tout cas, je suis clairement la personne que les gens aiment le moins. Ah, mais toi, tu es hors catégorie, toi. Je suis un peu la perle cachée du critique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite marge d'avance quand même pour Grincheux. Effectivement, c'est celui qui peut créer une dynamique négative dans l'équipe. Hachoum, le déprimé, ouais, c'est pareil. C'est un peu une dynamique qui se plaint tout le temps. L'autre critique les autres sont des idiots. Hachoum, lui, se plaint. C'est sûr que ça ne crée pas d'une dynamique positive. Moi, j'avoue, très sincèrement, je suis avec les 17% qui ont voté pour l'expert. Moi, l'expert, c'est quand même un rôle qui peut être très agaçant pour l'équipe. Et on parle d'inclusion, on parle d'engagement. C'est un rôle qu'il faut vraiment bien encadrer parce que là, pour le coup, on peut avoir des travaux d'équipe qui sont désengagés avec ce genre de profil. Les autres peuvent désespérer l'équipe, tout le monde voit du noir, etc. L'expert, il faut vraiment l'encadrer. Alors, petite synthèse et je vais laisser mes collègues continuer. Donc, expert et dormeur, on va éviter de les associer ensemble. Pourquoi? Parce que l'expert va vampiriser dormeur. Dormeur n'aura plus sa place dans l'équipe et l'expert ne veut que ça. Il veut être au devant de la scène. On a joyeux et grincheux. On a vu ça tout à l'heure. Ça peut créer des tensions dans l'équipe. Donc, on va éviter de les mettre ensemble aussi. Grincheux, pour rester avec lui, et ça rejoint peut-être les résultats du sondage, on va éviter de lui donner le rôle d'animateur. Un rôle de rapporteur peut être beaucoup plus intéressant pour ce profil-là. Une autre combinaison qu'on va éviter, c'est timide grincheux et timide expert. Hein, ça, c'est des dynamiques qui vont rester au calme plat ou alors qui vont créer une dynamique de désengagement avec les autres membres de l'équipe. Voilà. Et je termine, Hachoum et joyeux. Eux, ça peut être au contraire une solution gagnante pour redynamiser une équipe. Hein, on a Joyeux qui va faire les blagues, qui va créer une dynamique positive et donc du coup imaginative, créative. Et Hachoum, va être parfait pour occuper lui le rôle d'animateur, de rapporteur. Donc voilà, ça c'est une petite combinaison qui peut être gagnante pour avoir une équipe efficace. Merci beaucoup, Greg. Merci Grégoire. Je vais juste en profiter 2 petites minutes pour répondre à des commentaires et des questions dans le clavardage. Daniel qui nous dit, en travaillant en équipe, en jasant entre eux des solutions, ils découvrent de nouveaux moyens de réaliser des choses. Alors oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. Il y a quelqu'un aussi qui nous parlait, Marie-Annick, du fait que oui, les étudiants savent comment travailler en équipe puisque c'est des étudiants de la réforme, des élèves qui proviennent de la réforme primaire, secondaire. Ben, c'est vrai que les professeurs, les écoles sont censées mettre la réforme de l'avant, l'approche par compétences, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans toutes les écoles et ça va dépendre des professeurs, des enseignants. Alors, n'oubliez pas, peut-être qu'on en a fait faire des projets par les élèves, peut-être qu'on a fait faire du travail en équipe, mais peut-être qu'on ne leur a pas enseigné. On n'a pas placé les bases au départ. Et ça, le message ici aujourd'hui qui est important, c'est qu'il faut l'enseigner, puis il faut l'intégrer, il faut en faire faire, mais il faut faire comprendre aux étudiants comment le faire. Voilà. Ensuite, vous disiez, il y avait, bon, quelques personnes disaient, ben, c'est très... les coéquipiers, c'est pas tout à fait nécessairement ça, pas tout à fait d'accord. Alors, ce sont des grandes catégories, on en prend, on en laisse, mais ça donne un peu des portraits intéressants. Alors voilà, je vais juste mentionner ça. Donc, on continue avec les fondamentaux du travail en équipe. Alors justement, si vous enseignez le travail en équipe, si vous voulez évaluer cette capacité, on doit leur montrer aux étudiants quels sont les fondamentaux du travail en équipe. Ça veut dire, on doit parler de la formation de l'équipe, la planification du travail, les réunions et les différents rôles. Alors, pour ceci, on a une petite activité que je vais laisser Florent vous expliquer. Alors, écoutez, si vous avez participé aux précédentes rencontres, vous avez probablement vu passer l'outil Framemo que l'on va vous inviter à nouveau à utiliser à l'URL qui est sur la droite de votre écran. Donc, framemo.org, /, CPU, barre de soulignement, travail équipe. Voilà. Si un de mes collègues pouvait copier-coller l'URL dans le clavardage, ce serait très apprécié.
Et vous pouvez aussi évidemment utiliser le QR code qui est à l'écran pour y accéder directement à partir de votre téléphone. Donc, les fondamentaux du travail en équipe, on va essayer de les identifier en utilisant donc le tableau qui est à votre écran. Vous m'excuserez, je repasse la diapositive précédente. Donc, en utilisant le tableau qui est à votre écran, et on va essayer finalement de décrire ces éléments fondamentaux auxquels il faut penser lorsque l'on travaille en équipe. Donc, et pour cela, on va catégoriser autour de ces trois grandes lignes: la formation de l'équipe, la planification du travail et les réunions et les différents rôles. Je vous le rappelle, pour utiliser Framemo, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer en bas à gauche sur le petit plus, ça fait sortir un petit post-it. Vous le déplacez à l'endroit idoine, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Et puis, si vous voulez, vous pouvez ajouter, plutôt que de positionner le même petit post-it à plusieurs reprises, vous pouvez ajouter une petite pastille comme ceci sur le post-it en question. Donc, on se retrouve dans quelques instants sur framemo.org/CPU, barre de soulignement, travail, équipe. Donc, voilà, il y a 3 éléments fondamentaux qu'on a mis ici, comme Florent vous l'indiquait, et vous devez nous indiquer, exprimer ce qui est important par rapport au travail en équipe quand on parle de la formation d'équipe, de la planification du travail et des réunions et les différents rôles qui sont attribués lors des réunions, mais aussi dans le travail en équipe. Alors, qu'est-ce qui est important? À quoi il faut penser par rapport à ces éléments? Comment j'ai activé le lien? Il y a une question ici, Florent, dans le clavardage. Hélène, comment avez-vous activer le lien de l'URL écrit dans le chat? C'est un copier-coller, oui. Oui, effectivement, c'est un simple copier-coller. Mais c'est une bonne question que vous posez, en fait, Chantal. Je crois comprendre que selon peut-être la version de Zoom que vous avez, le lien est reconnu automatiquement, ou d'autres fois, il faut le copier-coller dans la barre de navigation de votre navigateur. Si c'est ce que je comprends, c'est là le défi. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on a macOS, et lorsqu'on copie-colle une URL dans une conversation Zoom, c'est reconnu comme un lien URL cliquable. Donc, les étudiants n'auraient qu'à cliquer sur cette URL si on faisait cette activité en classe virtuelle, à distance. Est-ce que, Florent, tu peux… Oui, alors on a laissé… sélectionner, oui. Tu veux que je fasse le petit retour? Parfait. Juste ici, là, dans le tableau actuellement, ce qu'on voit, ce que les gens mettent qui est pertinent là, par rapport aux 3 catégories, aux 3 éléments importants. Oui, alors dans la formation en équipe, on a formé des équipes de façon aléatoire pour simuler les conditions professionnelles, avoir des équipes équilibrées au niveau des connaissances. Est-ce que, Hélène, tu souhaites que je fasse quelques commentaires concernant les éléments? Oui, en fait, essaie de peut-être entourer ceux qui sont les plus pertinents. Ah, pardon, c'était pour l'an. Oui, excuse-moi. C'est correct. J'avais complètement Non, il n'y a pas de problème. Je sais que tu vas le faire. Mais merci de le rappeler. OK. Alors ça, la question de l'aléatoire, je la trouve intéressante. On pourra en parler, surtout pour les conditions professionnelles, avec lesquelles, à titre personnel, je suis moins d'accord, mais évidemment, il n'y a pas de religion là-dessus. La taille, je trouve ça. Alors, il y a aussi partage des tâches que je vois dans la planification du travail. Diagramme de Gantt, échéancier, livrable, tout à fait, les rôles de chacun. Donner un rôle pour chaque étudiant, déterminer les règles de fonctionnement en équipe. Donc, ça, c'est essentiel aussi, vous avez raison. Si on regarde les réunions et les différents rôles, animateur, oui, de réunion. Un suivi des tâches et des résultats. Alors ça pourrait être dans la planification, mais oui, c'est vrai, durant les réunions aussi, on peut faire le suivi, en effet. Mettre à jour, oui, en effet.
le diagramme de Gantt, avoir un suivi, ça je l'ai dit, animateur, modérateur, compte rendu, heure du jour, oui, c'est plusieurs éléments vraiment pertinents dans les réunions. Donc ça, il faut parler de ça aux étudiants. Il faut leur expliquer que ça prend ça quand on gère des réunions. Donc voilà, on a un portrait là, vos idées sont intéressantes et sont vraiment aussi en lien avec ces éléments importants. Alors, je poursuivrai, Florent, étant donné que le temps passe, mais vous voyez, ça, c'est un outil intéressant, ce que Florent est en train de faire, que vous pouvez utiliser dans vos cours à distance. Donc, ça fait participer les gens. En ce moment, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Donc, ça va mieux s'ancrer aussi dans le cerveau par rapport à cet apprentissage, par rapport au travail en équipe. Donc, si on revient sur les fondamentaux, alors, on y va avec la formation d'équipe. Alors, la formation d'équipe, elle peut être imposée. On peut imposer des membres, des collègues aux membres de l'équipe. On peut aussi demander aux étudiants de choisir leurs collègues. Donc, il faut voir, il faut que vous pensiez à ça en amont et il faut savoir pourquoi vous faites ça comme ça. Donc, bien réfléchir au départ. Ensuite, on a comme prochain élément, donc la planification du travail. Alors ça ici, c'est vraiment tout ce qui est distribution des rôles, des tâches, de se fixer un objectif commun et bien le déterminer. Alors bien s'entendre sur cet objectif parce que parfois on n'a pas le même objectif puis ça peut donner de drôles de résultats. La gestion des conflits, alors préférablement, on va essayer d'y réfléchir en amont. Qu'arrive-t-il si jamais il y a des conflits? Comment on va procéder? Quelles sont les règles par rapport à ça? Donc ça, il faut expliquer aux étudiants qu'il faut y penser au début avec nos coéquipiers. La planification concerne aussi la communication. Alors, comment on communique, de quelle façon, avec quel outil, qui va appeler, qui va préparer les réunions, faire les envois des réunions, la planification de toutes ces réunions-là également. Donc, comment on communique entre nous aussi, de quelle façon on aimerait qu'on se parle ensemble. Ensuite, il y a aussi toute la répartition des tâches en fonction des livrables. Donc, toutes les étapes du travail, il faut qu'on sache ça, il faut qu'on connaisse, qu'on les identifie, quelles sont les différentes étapes, qui fait quoi dans ces différentes étapes-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui a trait à la planification du travail. Et ça, il faut l'expliquer et le dire aux étudiants pour qu'ils comprennent bien qu'il y a tout un enjeu ici par rapport à la planification du travail. L'autre élément fondamental, c'est la gestion des réunions. Vous en avez parlé aussi dans le petit tableau précédent. Alors, on a tous déjà participé à ce genre de réunion-là. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Alors, donc, ça prend un ordre du jour, ça prend un compte rendu. Ça prend qui va animer la réunion, qui prend les notes. Quelqu'un va devoir gérer le temps aussi, qui coordonne tout ça. Donc, ce sont des questions qui doivent se poser en amont et ça se prépare encore une fois. Et au final, le travail final et le bilan. Donc, qui fait quoi dans le travail final? Comment on se répartit les choses? Qui écrit? Comment on écrit? Etc. Donc, il faut tout déterminer ça. Et bilan, et c'est intéressant à la fin de proposer un bilan réflexif pour l'étudiant et ses collègues. Donc, ce serait ça les fondamentaux. Et toujours en formation à distance, aussi un autre élément qui est important en formation à distance, on en a déjà parlé, c'est vous devez être explicite. Et si vous êtes explicite en formation à distance, utilisez cette opportunité pour éventuellement en présence travailler aussi là-dessus sur l'explicité. Ça va vous aider, vous, comme professeur. Donc, c'est très important d'être clair. Les étudiants ne sont pas avec vous quand ils font leurs travaux à distance. De bien définir aussi le résultat attendu. Alors, par exemple, en droit, on a un exemple d'un cours droit de la consommation de M. Lafont. Lui, il a utilisé le travail en équipe, une approche par projet également sur 10 jours. Il leur a demandé à ses étudiants de produire un avis juridique. Donc, le résultat attendu, c'est vraiment l'avis juridique et à partir d'un cas concret. Donc, ils avaient 10 jours pour faire tout ça. Le travail en équipe n'était pas nécessairement évalué là, explicitement, mais c'était une modalité de réalisation d'un travail. Donc, ça, c'est très intéressant. On voit qu'on peut le mettre en place.
On va parler aussi de bien déterminer et de fournir aux étudiants les critères d'évaluation, d'anticiper les questions habituelles, puis vous assurer de fournir les réponses dans vos consignes. Alors, à distance, essayez de vous dire, à ce moment-ci, souvent les étudiants me posent ces questions, ici, c'est pas clair habituellement, donc essayez de penser en amont, de dire, OK, je vais aller tout de suite placer des consignes par rapport à ce genre de questions que les étudiants me posent. Alors voilà, pour ce qui est de l'importance des consignes claires, et je vais terminer avec la correction des travaux d'équipe. Oui, je peux y aller. Okay. Alors, grille d'auto-évaluation, on en a parlé. Alors, c'est un outil qui est intéressant pour les étudiants. L'autre. Vas-y, évaluation par les pairs, on peut demander à nos collègues. Présentation orale collective, donc à ce moment-là, chacun peut présenter ce qu'il ou ce qu'elle a fait dans le travail. On peut voir la participation des gens. Et on peut aussi réaliser un entretien individuel par une observation directe. Donc, l'étudiant va expliquer ce qu'il a fait. Le professeur peut demander de justifier certains éléments dans le travail. Ensuite, journal de bord. Donc, ça aussi, c'est des preuves qu'on peut accumuler, demander à l'étudiant de faire un journal de bord tout au long du travail. Et puis après, il peut remettre. Et de participer, donc dans la conclusion, d'indiquer ce qu'il a fait. Il peut expliquer, convaincre, poser un jugement, faire une analyse individuelle. Donc, ce sont des moyens qui sont possibles pour évaluer la contribution individuelle de chacun. On pourrait aussi penser, Frédéric nous disait ça l'autre jour, de fournir aux professeurs les différentes versions de travail avec les commentaires des gens. Donc, ce serait aussi un autre moyen de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Et donc, évidemment, n'hésitez pas, pendant que l'on parle, à poser des questions, voire éventuellement à demander à prendre la parole pour intervenir. On vous le disait en début de rencontre, on était censé parler de cycle supérieur au tout début de la planification de ce cycle de formation. Et finalement, on est arrivé à parler de tous les cycles d'études parce qu'il y a des spécificités à chacun des niveaux. Et on vous l'a dit en introduction, effectivement, le travail en équipe au premier cycle va davantage ressembler peut-être à de la coopération et au cycle supérieur à de la collaboration. Alors effectivement, il y a des nuances entre tout cela, puisqu'au cycle supérieur, on va aller davantage vers des formules d'autorégulation, des formules d'auto-organisation, des formules d'autogestion. On a face à nous des personnes qui sont beaucoup plus matures sur le plan de leurs apprentissages et sur lesquelles on peut compter sur leur propre stratégie qu'ils vont mettre en œuvre pour travailler. Cependant, il y a un défi, vous le savez aussi bien que moi, concernant les cycles supérieurs, une problématique d'isolement que l'on connaît depuis longtemps et qui, évidemment, je vous le répète, est d'autant plus prégnante depuis plusieurs semaines et qui continuera de l'être pour les prochaines semaines. C'est la raison pour laquelle il faut redoubler de vigilance, redoubler d'attention pour essayer de mettre en place des stratégies, accompagner les étudiants dans la mise en place plutôt de ce genre de stratégie. Et à cet égard-là, la mise en œuvre de travaux d'équipe va aussi leur mettre le pied à l'étrier pour aller dans des logiques davantage collaboratives. Donc, c'est une problématique que l'on connaît beaucoup au cycle supérieur. Il y a notamment des collègues qui travaillent plus spécifiquement justement sur l'isolement au cycle supérieur. Donc, c'est évidemment un atout, l'isolement au cycle supérieur, pour réfléchir, pour travailler, pour mener des recensions, mener des recherches, etc. Sauf qu'évidemment, ça peut être un piège sur le plan psychologique. Alors, il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition. Et parmi ces ressources à votre disposition, il y a notamment cette petite fiche qu'avec mes collègues Hélène, Mohamed et Bruno, nous avons publié il y a quoi maintenant, Hélène? À peu près un mois peut-être, sur l'accompagnement et l'encadrement des étudiants au cycle supérieur. Donc c'est une petite fiche synthèse qui tient sur une page et qui vous explique vraiment comment encadrer correctement vos étudiants. On vous a mis l'URL, on vous a mis le QR code et vous pourrez donc voir dans cette petite fiche quel genre de structure vous pouvez offrir à vos étudiants au cycle supérieur pour les aider petit à petit à s'autonomiser, à s'autogérer, et puis vous, intervenir davantage
de façon ponctuelle pour répondre à leurs besoins. Hélène, peut-être que tu voulais apporter des précisions là-dessus. Écoute, je vois que le temps file, donc je vais simplement vous proposer d'aller consulter cette fiche. Simplement, il y a un point intéressant, là, c'est communiquer et faites le point régulièrement. Alors, comme Florent le dit, là, les étudiants au cycle supérieur déjà se sentent parfois isolés. C'est pas facile pour eux, donc encore plus en ce moment. Donc, je vous invite à aller consulter cette infographie. Merci beaucoup, Hélène. Alors, j'essaie d'aller vite, moi aussi, de mon côté. Donc, on essaye de les inciter à aller vers du travail collaboratif. Les étudiants au cycle supérieur le connaissent, hein, ils le savent. Ils font des séminaires de recherche. Ils ont voilà, moult activités avec leurs collègues. Je pense notamment dans leur laboratoire. Ils ont énormément d'occasions pour travailler de façon collaborative. Mais, comme on l'a vu au premier cycle, il faut les outils en conséquence. Et ça, c'est vraiment le défi principal. Alors, parmi les choses que je pourrais vous suggérer, puis là, c'est vraiment une mine de ressources à votre disposition. Vous connaissez peut-être l'organisme Taisez-vous. Vous m'excuserez de leur faire de la publicité, mais ça vaut la peine parce que vraiment, ça peut être utile. C'est un OSBL qui est organisé par des étudiants pour leur proposer des espaces de rédaction. Si je vous propose de consulter ces ressources-ci, c'est parce que vous avez aussi des suggestions en tant qu'enseignant pour fournir des encadrements pour vos étudiants. Il y a notamment différents points qui sont amenés, tels que les relations avec la direction de recherche. Donc, ça va vous permettre en quelque sorte d'avoir des outils pour vraiment les accompagner correctement. Donc, vraiment, nous, on vous invite à essayer de leur fournir des cadres de travail qui facilitent la collaboration de façon autogérée, qui facilitent leur travail de façon individuelle ou en groupe, de travailler avec les pairs, éventuellement de les inciter à faire des recensions, par exemple, en groupe, voilà, dans le cadre de travail de laboratoire. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites. Parmi les autres ressources qui sont à votre disposition, donc vraiment là aussi, ça implique quand même une certaine maturité chez ces étudiants. Donc, Taisez-vous propose aussi d'autres suggestions de travail, les objectifs SMART. Donc, si vous avez fait un peu de gestion de projet, vous savez ce que c'est, les objectifs réalistes, etc. etc. Donc, on explique aux étudiants comment verbaliser des objectifs de façon claire, réaliste, atteignable. On a aussi des suggestions en termes de recension d'écrit, des suggestions avec la technique Pomodoro pour diviser correctement son temps dans une journée, dans une heure, pour travailler, rédiger sans pour autant se brûler. Donc, vraiment, si vous avez une boîte à outils à consulter, en plus évidemment des choses que le CPU avec la fiche pratique que l'on vient de vous partager, allez sur le site taisez-vous.com et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'insiste bien, le travail collaboratif, c'est vraiment une démarche collaborative qui nécessite de la maturité, qui nécessite beaucoup de capacités d'autorégulation, d'autogestion. Et c'est aussi le rôle de l'enseignant d'amener les étudiants à développer des outils pour travailler en conséquence. Et comment on fait à distance? Eh bien, je vais tout de suite passer la parole à mon camarade Greg. C'est à moi là, c'est ça? Oui, c'est à toi. Je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment on fait ça à distance en attendant que la diapo s'affiche? On a 3 outils, 3 plateformes avec lesquelles on va travailler. On a bien entendu Teams, qui va vous permettre de former les équipes. Dans Teams, on va pouvoir aussi structurer ces équipes, c'est-à-dire les projets avec des canaux. Donc, on reviendra dessus. Hein, ça dépend aussi de l'approche pédagogique, de l'intention que vous avez par rapport à comment vous voulez encadrer tout ça. On va voir les outils très rapidement de communication. Et puis, on revient sur la planification. Alors, il n'y a pas de Gantt dans Teams. Quoique, on pourrait toujours l'intégrer. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, on pourrait voir comment le faire. Mais ce n'est pas un outil natif. Planifier, on va pouvoir avoir notre calendrier qui est synchronisé avec Outlook et fichiers qui fonctionnent avec SharePoint. Donc, on est dans un environnement OneDrive, donc sécurisé UDM. De Teams, on va pouvoir poursuivre avec Zoom,
qui va nous permettre, donc je vous laisse lire les points qu'on abordera, mais Zoom va vous permettre, voilà, dès la première séance, de dresser un petit peu le contexte et les paramètres du travail que vous allez pouvoir donner à vos étudiants. Vous allez pouvoir identifier peut-être les profils dont je parlais tout à l'heure, les rôles qu'on a revus ensuite, vous allez pouvoir commencer à les attribuer. Et voilà, vous allez pouvoir organiser vos séances. De cette première séance Zoom, vous allez ensuite pousser vos étudiants dans Teams. Donc dans Teams, ils vont faire leur travail de groupe, qu'il soit coopératif ou collaboratif pour le cycle supérieur. Voilà, ils vont pouvoir structurer leur équipe, vous allez pouvoir le faire avec eux. Ils font leur travail et là, on revient possiblement dans Zoom pour faire des retours type présentation, donc c'est-à-dire des retours synchrones. Donc là, je reviens au petit schéma avec les illustrations que vous aviez tout à l'heure. Mais on peut aussi faire des remises asynchrones. Et là, effectivement, on a plusieurs activités qui sont possibles, notamment la remise de devoirs ou l'atelier d'évaluation pour les évaluations par les pairs. Et puis, c'est là aussi que vous allez pouvoir voir dans Studium, est-ce que vous allez travailler avec des groupes ou de manière individuelle. Donc ça va faire partie, pareil, de vos intentions pédagogiques. Donc là, vu l'heure, je vais terminer ma partie avec juste quelques préconisations, suggestions que vous pouvez appliquer pour lutter contre le décrochage de vos étudiants. Mais la partie démonstration, vraiment, on va aller dans l'outil. Moi, je vous propose de faire ça après 15h30. On va ceux qui veulent rester, je vais pouvoir rentrer plus en détail dans des démonstrations vraiment dans les outils. Pour terminer, donc, comment on peut lutter contre le décrochage? Il y a plusieurs facteurs que vous pouvez appliquer dans la mise en place des travaux d'équipe. Le premier, c'est d'avoir un déroulement qui va favoriser l'engagement, c'est-à-dire avoir des rencontres avec un rythme récurrent. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais il faut que ça soit quelque chose de stable. Il faut éviter d'être sans aucune activité pendant 1 semaine et la semaine suivante, des points, des rencontres tous les jours. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser l'engagement de l'étudiant. Aussi, avoir une structure dans vos rencontres. Toujours avoir peut-être une activité brise-glace, ensuite on fait l'ordre du jour, ensuite on fait un point, on revient. Voilà. On va avoir une structure. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails d'une structure de rencontre, mais avoir une structure qui soit récurrente. Ça permet à l'étudiant de concentrer son énergie à des moments où ça va être efficace. Ensuite, l'isolement, Hélène en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un vrai défi avec le contexte de la formation à distance, mais activer sa caméra, créer un contact visuel, ça va permettre de favoriser la persévérance de l'étudiant, que ce soit vous en tant qu'enseignant lorsque vous animez les Zooms ou même dans Teams, lorsque vous allez faire de l'encadrement, activer sa caméra, ça va aider l'étudiant et puis pareil, pousser les étudiants à travailler avec leur caméra, de les activer, ça permet vraiment de créer une cohésion. Maintenant, planifier des moments synchrones avec un rythme régulier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un vraiment gros facteur pour favoriser l'engagement. Et j'en reste là. Tout à l'heure, ceux qui veulent et peuvent rester, on ira dans les outils et on ira vraiment sur du concret. Merci beaucoup Grégoire. Je passe la parole à Hélène pour la conclusion de ce webinaire. Oui, bon, écoutez, en effet, Grégoire va pouvoir continuer avec ce qui est plus technique si vous souhaitez rester. Alors, voilà, voyez-vous cette image de Morissette et Voineau que l'on a prise dans leur livre. Alors, le travail en équipe traditionnelle, travail en équipe traditionnelle ou même qu'on peut voir, en tout cas qu'on peut constater parfois. Mais moi, j'ai fait 1 page, moi, j'ai fait 2 pages, moi, j'ai fait la 3e page, mais moi, j'ai agrafé le tout. Alors, bon, c'est pas tout à fait ça. On veut plutôt voir ce qui se passe à droite. Là. J'ai fait ceci, moi, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça. Donc, vraiment, un esprit de coopération. Qu'est-ce que vous voudriez nous indiquer si ce webinaire vous a intéressé ou vous avez appris des choses? Est-ce que vous voulez nous les indiquer dans le clavardage? Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci pour tout ça. Merci à mes collègues. Bravo. Merci aussi à vous.